Hop là, je vois que la room se remplit, vous êtes déjà 50, ça continue à monter. Trop cool de vous voir tous. Salut Clara, Cécile, je connais quelques noms effectivement, Laetitia, bonjour à tous. Bienvenue dans la room pour ce sujet qui je crois était particulièrement attendu. Je disais juste avant à Valentine et Tanguy que hier on était à un event chez Back Market et que vous étiez certains d'entre vous étaient là et me disaient attendre particulièrement les insights de Valentine et Tanguy, donc c'est trop cool. Vous pouvez nous dire dans le chat, je vois que ça s'active déjà de ouf, euh, qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous allez et éventuellement ce que vous attendez de ce live aussi, sachant que voilà, ça va être interactif. On va prendre les questions, on les posera à la fin du talk de Valentine et Tanguy. Le temps que vous arriviez tous, vous êtes déjà plus d'une centaine dans le live, c'est trop cool, ça fait plaisir. Je vais vous partager du coup quelques infos. On voit bien mon écran? Ok, trop cool. Alors, hop. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de design careers et de comment se positionner. Juste avant, pour vous donner un petit peu de contexte, pour ceux qui connaissent pas The Product Crew, nous à la base, on est donc une communauté. Notre but, notre vision, on essaie d'établir avec ce projet, c'est à la fois d'aider tous les talents de la communauté à progresser, à libérer leur potentiel et de leur proposer les jobs qui vont les aider à voilà, enfin, vraiment accélérer leur carrière et trouver la position qui leur correspond vraiment. Et en face, effectivement, on a plein d'entreprises partenaires qu'on aide à recruter sur les talents qui vont impacter leur organisation. Vraiment, c'est notre but. Vous voyez, on est une petite équipe, on est une grosse dizaine, vous avez quelques membres sur la photo. Ce qu'on fait depuis du coup un peu plus de 2 ans, c'est qu'on construit un des plus grands réseaux sélectifs de France sur les domaines de la tech et du produit. J'entends bien sûr produit, product design notamment, product management aussi. Et donc voilà, on est 10 000 maintenant, c'est assez ouf. Toute l'expérience qu'on propose pour les membres est complètement gratuite et ça passe par des événements comme ce qu'on a fait hier, des opportunités de job, des masterclass comme celle-ci toutes les semaines, des ressources et plein d'autres choses, notamment dans les nouveautés, de plus en plus de market insight, parce que vous me demandez ça, donc on va en proposer de plus en plus pour vous donner vraiment une vision du marché, de ce qui se passe en ce moment, de comment se positionner. C'est aussi un peu le but d'aujourd'hui. Et puis du côté recrutement, pour que vous sachiez un petit peu ce qui se passe de l'autre côté, en 3 ans, un peu moins de 3 ans, on a bossé avec plus de 800 entreprises tech pour les aider sur leur recrutement. Voilà, on les aide en général à trouver un bon profil en un mois. Ce qui est cool avec la communauté, c'est qu'on sait qui d'entre vous est en recherche et donc on peut proposer très vite des profils parmi la communauté aux entreprises. Et donc voilà, vous voyez un petit peu les partenaires avec qui on a eu la chance de bosser. Euh, et voilà, on a été validé du coup, ça y est, depuis 2 ans là, on a commencé à prendre un peu du feedback et tout, et à structurer tout ça. Donc aussi bien du côté communauté que du côté recrutement, on a de la chance, on a des gens qui ont bien kiffé l'expérience, donc ça c'est cool. Et du coup, je vous invite, si vous le souhaitez et que vous n'êtes pas encore membre, à nous rejoindre. Pour ça, si vous êtes designer, product, n'hésitez pas à flasher le code à gauche. Ça vous permettra d'accéder à tout ce dont je viens de parler. Et puis, si vous êtes recruteur, on a lancé un peu la même approche depuis le début de l'année. Ce qu'on propose, c'est un peu la même chose, des ressources, des marketing sites, des lives, euh, plein de choses pour justement les gens du milieu du recrutement qui ont des enjeux justement de trouver les bons profils. Et voilà, on est déjà un peu plus de 1000 dans cette communauté aussi, donc c'est trop cool. On continue d'animer, on a beaucoup de bons retours. Si ça vous intéresse d'en faire partie, c'est gratuit et c'est le QR code de droite. Voilà, avant de passer au sujet, je voulais vous partager des petits insights. Ma slide n'a pas, a pas fonctionné apparemment, donc c'est pas grave, je voulais partager en live. Mais en gros, nous, ce qu'on observe actuellement chez DPC, c'est sur le marché du design, c'est effectivement qu'il y a un peu plus de tension que l'année dernière. Vous le voyez sûrement, il y a moins d'opportunités aujourd'hui sur le marché. Une expression qu'on m'a donnée et que je trouve assez vraie, c'est qu'en ce moment, ça élague par le haut et par le bas. Donc, il y a moins d'opportunités pour les juniors et aussi moins pour les profils très, très seniors. Il reste des opportunités assez larges pour les profils qui sont confirmés, qui sont experts. Et en fait, les entreprises recherchent vraiment de l'impact
Voilà, cette recherche de rentabilité des startups et des entreprises passe par une recherche de profils qui ont vraiment de l'impact. Si vous arrivez à démontrer ça, ça aide vraiment à vous positionner sur le marché. Voilà pour les feedbacks que nous, on a chez TPC. Je crois que bah, du coup, Gabriel, tu avais une petite question pour l'audience. Donc on va vous laisser participer. J'arrête mon petit partage. Et l'idée, c'est que vous nous disiez où vous en êtes vous justement, pour qu'on comprenne un petit peu votre situation actuelle en termes de carrière. Voilà, n'hésitez pas à flasher le QR code du coup et à nous donner votre situation et ça va aider aussi Tanguy et Valentine à un peu orienter les conseils qu'ils vont donner pendant ce live. Donc voilà. Et soyez transparent, hein, si vous n'êtes pas sûr, vraiment, allez-y, tout est anonyme, donc c'est le moment. Effectivement, c'est bien de le préciser. On collecte pas de data évidemment, c'est vraiment juste pour savoir un peu où vous en êtes. Salut Hyper Julien. intéressant. Julien. Un pote, un collègue. Notre sourceur côté design et produit chez Conto. Ok, excellent. Bon bah top, j'ai l'impression qu'il y a tous les cas de figure et ça tombe bien parce que vous avez préparé des insights pour toutes ces personnes. Donc on va laisser encore tourner un petit peu le poll si vous voulez encore répondre et puis on va vous laisser Tanguy et Valentine partager votre présentation et commencer le talk. On est 150 dans la room donc je pense qu'il y a de l'attente sur vos insights. C'est très cool. Pas de pression. Puis à nouveau, ouais, je vous invite à poser toutes vos questions aussi. Et puis, on aura un petit fire chat à la fin, justement, pour que vous puissiez. Je donnerai le micro à ceux qui peuvent parler aussi, comme ça, vous pourrez parler directement à l'équipe. Super. Peut-être que je peux me présenter en 30 secondes et ensuite je te laisse la main à Valentine. Du coup, moi, je m'appelle Tanguy. Mon expérience principale, elle a été faite chez Conto. J'ai travaillé 5 ans à Paris et j'étais donc au siège, premier recruteur arrivé chez Conto. Et j'ai bossé énormément, notamment sur la construction du design studio. Quand on a commencé, il y avait seulement 15 designers. Et ensuite, quand j'ai laissé un peu plus la main à Valentine, il y en avait à peu près 55. Et je crois que ça continue d'augmenter. Donc voilà, Valentine, c'était ma collègue sur les recrutements product et design. On a travaillé main dans la main et vraiment, c'était super. On a beaucoup appris l'un de l'autre. On a aussi grandi en tant que design recruteur. Et du coup, pour ma situation, donc j'ai quitté Conto début de l'année et j'ai décidé de voyager pendant 6-7 mois. Et là, je suis de retour à Berlin et je passe des entretiens d'embauche. Voilà. Yes, merci Tanguy pour cette présentation. Moi, c'est Valentine. J'ai commencé ma carrière dans le retail pendant plusieurs années. J'ai été directrice de boutique de chaussures au départ à Montréal et j'ai commencé dans le recrutement retail du coup ensuite, notamment pour des entreprises comme Dior, comme Hermès, comme Vuitton. Et puis c'est le Covid qui m'a fait passer plutôt côté tech et côté design. Et j'ai rejoint Conto il y a presque 2 ans maintenant. Et en effet, c'est Tanguy qui a vraiment été mon mentor juste au départ sur le recrutement produit et design énormément. Et puis, ben, c'est ça, toujours chez Conto à recruter des product designers, mais aussi des PM, des product marketing managers, des UX writers, des brand designers. Ce que j'adore faire, absolument. Et je suis surtout trop contente d'en parler encore aujourd'hui. Et puis de retrouver Tanguy, en effet, qui a été un peu mon partner in crime, qui m'a laissé les clés du studio de design, qui représente aujourd'hui quand même plus de 80 personnes. Donc, il n'a pas laissé les clés pour rien. On continue à faire grandir le studio et ça, c'est trop cool. Super. Ben, voilà, vous savez tout sur nous. Pas besoin de s'épancher. Du coup, je vous propose de commencer tout de suite. Et on va démarrer donc avec euh, une première slide. Voilà, vous avez bien compris qu'aujourd'hui, il y a des difficultés, des bouleversements dans le marché de l'emploi. Bah, dans ce contexte, certains designers ont des difficultés à se positionner et ça peut être important de se poser les bonnes questions. Si vous êtes en reconversion, si vous êtes en recherche d'emploi et vous n'arrivez pas à trouver votre premier poste de designer,
ou si vous avez beaucoup d'expérience, mais en fait, toutes ces expériences en design, elles correspondent pas au marché, bah, ça peut être le bon moment justement pour qu'on se pose les questions ensemble et qu'on vous donne des axes de réflexion, des conseils, des tips et qu'on en discute tous ensemble. Je crois qu'aussi Valentine voulait faire un petit disclaimer également, donc vous pardonnerez la présentation. Ouais, ben c'est le disclaimer. Je pense que c'est justement le fait qu'on est recruteur, pas designer. En témoignent nos slides. Côté design, on a vraiment fait de notre mieux avec Tanguy. Mais justement, c'est ça, notre valeur ajoutée sur ces questions, c'est vous apporter les clés côté soft skills, côté posture. Et on a vraiment envie de se concentrer là-dessus parce que c'est souvent ça qui fait la différence. Donc, pour répondre à ces questions, on va se concentrer sur la manière en entretien de mettre en avant ces soft skills. Ouais, exactement. Donc, la première question, on s'est dit que c'était la plus intéressante, vraiment celle qui reviendrait peut-être le plus. C'est bah, quelles sont les compétences qui te feront sortir du lot en 2023? Et forcément, c'est assez difficile parce qu'il y a plein de compétences. On se dit, bah, forcément, c'est ça que j'ai besoin de maîtriser. Euh, mais pour nous, vraiment la première compétence qui va te faire sortir du lot, c'est celle qui te permet d'avoir un discours structuré et impactant. Alors pourquoi c'est important? Parce que dès qu'il y a un entretien d'embauche, une présentation en début d'entretien, elle doit être rapide, 5 minutes max, et montrer quel designer on est. L'objectif, c'est pas de résumer son CV. Le recruteur l'a déjà sous les yeux, il l'a probablement déjà lu. Donc, ce qu'il faut, c'est plutôt véhiculer l'histoire derrière son CV, essayer d'utiliser un peu de storytelling. Et aussi, il y a autre chose qu'on a vu très régulièrement avec Valentine, c'est que répondre aux questions du recruteur, il y a souvent un défaut que vous avez, c'est d'être un bon élève. Vous voulez tout dire d'un coup et faire de longs monologues sans vraiment répondre à la question posée. Un recruteur, il a un timing assez petit à respecter. Il a des questions auxquelles il faut qu'il réponde. Donc, c'est un penchant qu'on voit chez les juniors, mais aussi chez les seniors. Vraiment, il faut prendre le temps de répondre aux questions de manière ciblée, structurée, pour avoir plus d'impact. Et ensuite, ça c'est plus lié au rôle du product designer en particulier et à la compréhension business. Et je vais laisser peut-être Valentine expliquer. Yes, les trois prochaines vraiment compétences soft skills qu'on veut mettre en avant, c'est du coup compétences business, curiosité, empathie. La compréhension business en entretien, ça se montre à travers les recherches qu'on a faites sur la boîte, la mission de l'entreprise, qui est l'utilisateur, qui sont les utilisateurs de l'entreprise. Si on peut, c'est aussi montrer qu'on a pu naviguer dans le produit. Sur l'app et sur le site web. Je vais prendre l'exemple de Conto. En effet, c'est difficile de rentrer sur l'app de Conto soi-même puisqu'il faut avoir sa propre entreprise et s'inscrire. Mais si on a des copains ou des connaissances qui utilisent Conto, avoir l'occasion de naviguer rapidement sur l'app, ça peut faire vraiment la différence. Pas seulement s'intéresser aux enjeux design, mais être capable de se les lier à la mission de la boîte, c'est quelque chose qui va vraiment faire la différence pendant l'entretien. Et concernant la curiosité, je pense que la majorité des participants, vous êtes des personnes plutôt curieuses. Et comment ça se traduit la curiosité chez un product designer? Eh ben, ça passe notamment par la culture produit et la culture design. Euh, Comment justement on développe cette curiosité, par quel biais? Eh ben, ça va passer par des newsletters produits. Je pense notamment aux tickets ou à UX Collective. Il y a aussi le fait de suivre des designers influenceurs. Il y en a beaucoup sur Instagram, sur LinkedIn, mais il y a aussi, par exemple, les dernières tendances. Ça peut être des mises à jour de software, des nouvelles fonctionnalités ou des plugins de Figma qui viennent de sortir. Euh, de manière générale, un product designer curieux, c'est quelqu'un qui veut comprendre comment et pourquoi les choses sont faites ainsi. Un peu à la manière d'un ingénieur, mais avec un prisme design, un prisme produit, et surtout, pourquoi les gens pensent ce qu'ils pensent.
avoir une certaine réflexion un peu plus poussée de ah ok le design est sympa, la solution est bien foutue, essayer de comprendre pourquoi la solution elle est comme ça et comment ça va se traduire en tant que solution d'un problème. Et du coup, la dernière des qualités qu'on va aller chercher, c'est l'empathie. Je pense que c'est quelque chose qu'on vous rabâche énormément quand vous devenez product designer. L'empathie, c'est une qualité essentielle. La manière dont on va la mettre en avant pendant un process de recrutement, c'est évidemment en plaçant l'utilisateur au centre de la discussion quand on présente un projet, mais c'est aussi s'adapter à son interlocuteur. Un exemple très concret, c'est que le recruteur, en général, n'a pas une compréhension en profondeur des sujets de technique design. Adapter son discours pour faire comprendre les enjeux d'un projet à quelqu'un qui n'est pas designer, c'est essentiel parce que ça montre aussi que vous êtes capable de communiquer les enjeux design avec d'autres équipes que l'équipe de design, avec les équipes marketing, customer service, tech par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on va aller vraiment chercher aujourd'hui au sein d'une entreprise chez un product designer. Il y a ensuite une autre question qui est presque métaphysique. Qu'est-ce que les recruteurs regardent dans ton portfolio? Vous êtes sûrement demandé, bon, bah, j'ai envoyé mon portfolio à l'entreprise, il y a quelqu'un qui va la regarder. On peut vraiment se demander, mais qu'est-ce qu'ils regardent si ce ne sont pas des designers? Eh ben, on va y répondre. Je vais commencer par la forme. Concrètement, on s'est posé la question avec Valentine, quel type de portfolio mettre en avant. Et on a aussi, de notre côté, fait quelques recherches en posant la question à des design managers. Euh, et donc, il y a une réponse, une tendance qui est ressortie, c'est que construire son site web, ça a plusieurs avantages versus des PDF ou des slides. Euh, Pourquoi ça a certains avantages? Tout simplement parce que il y a une expérience utilisateur qui est vraiment différente par rapport à d'autres plateformes. Je m'explique. On va avoir vraiment une navigation. Il va falloir voilà, naviguer à travers le site web, chercher les informations, etc. Donc, ça crée une expérience utilisateur. Pourquoi aussi le site web perso est plus intéressant? Parce que on apprend à le faire soi-même. Et aussi, il va nous ressembler. Il est personnalisable. Et surtout, il ne va pas y avoir de limite à la créativité. On va pouvoir ajouter toutes les fonctionnalités qu'on veut, des animations, des nouvelles pages, des encarts, un layout customisable, etc. Et un dernier aspect aussi qu'on néglige, c'est qu'il va s'adapter au fur et à mesure de votre carrière de designer. Euh, donc, clairement, ça peut être un investissement. Il faut payer l'hébergement ou voilà, c'est du travail, mais ça va payer sur le long terme. Et surtout, ne pas oublier que votre portfolio, il a des utilisateurs, à savoir les recruteurs qui vont se perdre dedans et les hiring managers. Donc, il doit être lisible, facile à naviguer et surtout montrer les compétences que vous avez à travers ce portfolio. Yes, merci Tanguy. Moi, je vais parler plutôt du fond et de ce qu'on va regarder vraiment sur les projets que vous avez à montrer. Le plus important, je pense que Tanguy partage mon avis, c'est de montrer pour chaque projet le résultat final, bien sûr, mais surtout le process qui va nous amener à ce résultat final. En fait, le design thinking, euh, un, un projet, ça doit être comme un problème mathématique. Le résultat, ça suffit pas. Le designer, il doit montrer le raisonnement qui lui a permis à arriver là. À la fois la recherche qui a permis à arriver à la définition du problème, les étapes de la delivery et les itérations. L'in situ, en fait, de ce projet, c'est ça qui va permettre aux recruteurs de comprendre le rôle que tu as joué en tant que designer sur ce projet et c'est absolument clé. Un autre aspect qui est absolument essentiel, c'est l'impact. Les résultats du projet en chiffres, on voulait atteindre ces KPIs, voici ce que ce projet nous a permis d'obtenir, les feedbacks utilisateurs, mais aussi évidemment l'impact que le projet a eu sur l'entreprise, la valeur qu'il a apportée à l'entreprise. Un autre truc qui est essentiel, c'est d'absolument pas oublier le storytelling. Souvent, le recruteur, il va passer des heures à regarder le portfolio de candidats
En l'occurrence, je pense que Tanguy, comme pour moi, c'est un plaisir de regarder ça, mais c'est encore plus un plaisir quand le portfolio il est beau, mais aussi qu'il raconte une histoire. Pour donner un exemple de portfolio qui m'a le plus marqué, c'est un designer qui avait construit une frise au sein de son portfolio qui reprenait toutes les étapes de sa vie avec à la fois ses expériences personnelles et professionnelles, son mariage, ses enfants, et qui montrait comment ces expériences perso avaient influencé son travail au fil du temps. C'est passionnant de voir ça. Et du coup, dernier conseil, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, et c'est un vrai bloqueur, en tout cas chez nous, le lorem ipsum dans des projets. Ça fait mal à voir, on a envie de voir le projet jusqu'au bout, et ça, c'est quelque chose c'est un petit détail, mais c'est un détail important. Ouais, tout à fait. Donc, essayez, si vous avez possibilité, voilà, d'éviter le lorem ipsum. Ça donne un côté un peu pas fini au projet, un peu projet, ouais, en zoom zoom. J'ai pas réussi à le finir à temps. On va passer donc à une autre question. Je pense qu'elle concerne beaucoup d'entre vous aujourd'hui parce que certaines personnes voilà, n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Ils n'ont pas encore eu l'occasion de travailler sur beaucoup de projets. Et donc forcément, on se dit, bah, moi, j'ai pas grand-chose à montrer parce que j'ai pas eu l'occasion de travailler sur des projets suffisamment stylés ou voilà, qu'est-ce que je peux montrer en fait. Qu'est-ce que je peux euh, partager dans mon portfolio sur Dribble, sur d'autres plateformes. Euh, voilà, je suis un petit peu perdu. Évidemment, on va vous donner des axes de réflexion. On a toujours quelque chose à montrer et je pense que Valentine va vous l'expliquer mieux que moi. Ouais, je pense que c'est essentiel de sortir un petit peu doit forcément être des projets d'entreprise, des projets d'école, des projets perso, qui montrent aussi qu'on ne s'appuie pas seulement sur une entreprise ou sur l'école pour grandir. C'est des projets qui sont vraiment dignes d'être montrés. La clé, c'est de montrer des projets dont on est le plus fier, les plus aboutis et vraiment les choisir avec soin. Et puis surtout, ça va être d'évoquer les compétences acquises dans ces expériences et les valoriser. Tel projet, même si ce n'est pas un projet d'entreprise, il a pu t'apprendre la gestion des deadlines, l'empathie, l'autonomie, les compétences analytiques, la collaboration. Et tout ça, c'est des compétences qui sont ultra valorisables et valorisées pendant les process d'entretien et au moment du screening. Et d'ailleurs, je me permets de rajouter quelque chose. Il y a aussi tout ce qui s'appelle les produits d'inspiration. Ça peut être des tendances, des designs de référence, des partages de sujets qui vous passionnent. Évidemment, si vous n'avez pas de projet, vous pouvez aussi montrer des projets qui vous ressemblent, même si ce n'est pas les vôtres. C'est quelque chose que vous appréciez. Par exemple, vous pouvez montrer votre intérêt pour des sujets qui montent en 2023. Il y en a plein. Je peux en nommer peut-être un ou deux. Bah, justement, tout ce qui est AI design. Voilà, si vous êtes passionné des AI, vous pouvez montrer votre intérêt en partageant un article ou certaines fonctionnalités qui viennent de sortir sur Figma avec un plugin conversationnel de ChatGPT où vous pouvez parler d'une nouvelle tendance qui s'appelle, je sais pas, les modernes nostalgia ou des nouvelles palettes de colors qu'on retrouve de plus en plus sur certains produits, sur certains SaaS. Donc, si vous êtes junior et que vous n'avez pas de projet à montrer, vous pouvez aussi partager des exercices que vous avez eu à faire, soit dans votre école, ou alors que vous avez fait vous-même en tant que vitrine. Je pense notamment à un candidat, il était très junior, en reconversion professionnelle, et pour montrer ce qu'il savait faire, il avait partagé de manière très simple tous les daily design challenge qu'il avait fait depuis le début. Il y en avait un paquet et on voyait en fait la progression sur la chronologie. Le tout début, bon, ça ressemblait voilà, à des projets vraiment qui démarrent. Et ensuite, petit à petit, on voyait des designs qui s'améliorent avec le temps. Et un autre aussi qui me vient en tête, un designer qui était codeur avant et qui a fait une reconversion dans le design.
Évidemment, il était très junior en design, mais par contre, il savait coder, notamment en front-end, et il avait bidouillé le CSS de son site pour créer des animations très sympas. Et donc, l'expérience, la navigation qu'on avait lorsqu'on était sur son site, eh ben, c'était ouf. On avait vraiment l'impression d'être sur un site ultra pro d'une entreprise voilà, cotée en bourse, alors que juste, en fait, il avait bidouillé le CSS. C'était plutôt bien fait. Euh, donc, vous voyez, il y a toujours la possibilité, en fait, de montrer des choses lorsque vous n'avez pas forcément beaucoup d'expérience. On va passer maintenant au profil en reconversion et sur comment trouver leur premier rôle de product designer. Pour répondre à cette question, avec Tanguy, euh, on a essayé de revenir un petit peu dans le passé et voir des profils qu'on a eu en reconversion, de regarder un peu les feedbacks qu'ils avaient eu en entretien. On a un profil en tête, notamment, qui était un très, très bon exemple. Cassandra, si elle est dans le call. La première chose qui, pour nous, est essentielle, c'est de connaître la théorie. Un profil en conversion, c'est évidemment un profil qui va avoir des lacunes sur les compétences techniques pardon, du poste par rapport à un profil senior en product design. Il va avoir tendance à être un peu plus by the book, à avoir du mal à passer la théorie à la pratique. Ça tombe bien, la pratique, ça vient avec l'expérience, ça vient et c'est cette expérience qui va vous apporter ça. La théorie, en revanche, ça va te permettre d'avoir des bases solides dès la première expérience. Ça passe par évidemment des bootcamps. J'ai pas de problème à faire la pub du Product Crew pour ça. C'est une excellente école pour comprendre la théorie, mais ça peut être aussi YouTube, des challenge design, se nourrir suffisamment pour comprendre l'architecture du métier de product designer. Euh, une autre chose qui va être essentielle dès le screening et pendant les entretiens, c'est d'être super clair sur sa motivation. Déjà, être clair sur les raisons pour lesquelles on a décidé de faire cette reconversion. Montrer sa motivation à grandir sur ce métier. Pourquoi est-ce qu'on a décidé d'aller là? Quel est le but, l'objectif de cette reconversion? Est-ce que c'est l'impact utilisateur, la culture produit, la technicité design? Trouver des arguments solides qui montre que la réflexion, elle est mûre, elle est réfléchie. Ouais, et on a eu parfois des sacrées surprises avec Valentine. Pourquoi justement tu fais cette reconversion? On a posé la question d'entretien à certains candidats. On a tout eu, hein. On a eu effectivement, moi j'adore la culture produit, moi je me sens designer dans l'âme. Ah bah ça gagne mieux. Il y a eu aussi voilà des arguments qui sont absolument pas en rapport avec le business ou avec l'argent, mais en fait juste une passion. Juste, il faut que vous soyez clair sur vos drivers. Pourquoi en fait vous avez décidé de faire cette reconversion. Et justement, bah, Valentine, tu parlais des forces et des lacunes. Euh, En fait, pour moi, celui qui va réussir sa reconversion, c'est celui qui n'est pas passif de ses lacunes. C'est celui qui va avoir conscience des faiblesses, mais surtout qui va avoir un plan pour l'améliorer. Vraiment pour s'améliorer dans le temps. Il faut pouvoir connaître euh, exactement, OK, je maîtrise pas très bien ça, j'ai besoin de faire des progrès là-dessus, et si j'ai le temps, je passerai aussi du temps pour m'améliorer sur cette compétence. Donc en fait, si vous avez un plan pour l'améliorer, ce sera beaucoup plus simple et surtout, ça montre un signe de maturité auprès du recruteur et du design manager, mais surtout, c'est un signe de détermination. Donc, comment justement on s'améliore en tant que product designer? Ça passe par des benchmarks, des défis UI ou encore avoir du mentoring sur des plateformes comme ADP List. Je fais ma petite pub ici parce que justement, j'accompagne des designers sur cette plateforme. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, c'est une plateforme de mentoring où en fait des mentees vont pouvoir prendre rendez-vous dans l'agenda de mentor et leur poser des questions. Ça peut être un simple review de portfolio, ça peut être revoir le CV, ça peut être aussi demander des conseils pour la carrière. Donc, tout simplement, voilà, vous pouvez avoir accès à quelqu'un de manière gratuite qui a 10 ans d'expérience.
Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller sur ADP List et regarder un petit peu les profils disponibles et ceux qui pourraient vous apporter beaucoup de conseils. De mon côté, moi, j'accompagne pas mal de monde. Vous pouvez aller voir mon profil. Il y a pas mal de reviews de designers qui voilà, parlent un petit peu de leur expérience et des conseils que je leur ai apportés. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose qui peut vous aider au début de votre conversion. Et une dernière chose aussi, c'est la capacité à prendre le feedback. Il faut l'utiliser pour progresser, ne pas être sur la défensive et montrer qu'en entretien, le feedback qu'on a, on sait en fait le recevoir et surtout, on va le rendre actionnable. OK, j'ai compris ce que vous m'avez dit, je vais le mettre en place et essayer de m'améliorer là-dessus. Donc, montrer qu'on est capable de vite monter en compétences. Et ensuite, on va passer à une autre question qui concerne plutôt les entreprises ou les recruteurs. Je pense qu'il y en a pas mal aussi dans le chat. C'est de recruter les bons designers. Euh, alors, comment on démarre sur la recherche d'un bon designer? Il faut d'abord se poser certaines questions. Euh, mais on va d'abord voir aussi quelque chose d'assez important. C'est un peu du cas par cas, mais c'est tout ce qui s'appelle la marque employeur. Euh, Pourquoi c'est important? Ça dépend si vous êtes une petite entreprise ou une grosse boîte. Évidemment, vous n'aurez pas le même budget. Mais si vous êtes une boîte produit, mettez-le en avant. Communiquez sur la culture produit de votre entreprise. À l'inverse, si vous êtes une boîte tech, montrez la collaboration entre les devs et les designers. Où je pense également, si vous êtes une entreprise qui vient de démarrer et qui commence à recruter ses premiers designers, vous avez un super profil design, une personne en reconversion qui rejoint votre équipe, n'hésitez pas, évidemment avec son accord, à en faire un post, un article ou une interview. Soyez en fait créatif et vocal sur les nouvelles embauches et la culture de votre boîte. C'est très important parce que ça va vraiment montrer que vous avez envie de développer cette culture et que vous prenez du temps pour montrer les personnes qui rejoignent votre équipe et celles qui vont constituer la culture produit et design de votre entreprise. Yes, une autre un autre des points qu'on veut vraiment mettre en avant, c'est ce qu'on appelle le kick-off. Alors, je suis désolée, c'est un jargon de recruteur. L'idée, c'est vraiment de prendre le temps de se poser les bonnes questions entre le recruteur et les hiring managers pour être sûr qu'on va recruter la bonne personne avant même d'avoir commencé le process de recrutement. Ça implique de se poser des questions sur pourquoi est-ce qu'on recrute et être sous l'eau c'est pas une bonne réponse. L'idée, c'est de comprendre d'abord pourquoi est-ce qu'on est sous l'eau pour ensuite recruter la bonne personne. Ça va être aussi de se concentrer sur quelle valeur cette personne va apporter pour l'entreprise, les hard skills et les soft skills qui vont être nécessaires pour être en position de succès au sein de l'entreprise en tant que product designer. Euh, Se poser ces questions ensemble, ça va permettre un alignement entre le recruteur et le hiring manager avant même le début du process de recrutement. Et c'est un alignement qui est nécessaire aussi pour assurer une expérience candidat qui est optimale. Et cette expérience candidat, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et on revient au premier des cercles, ça permet de booster sa marque employeur. Parce qu'un candidat lui-même peut être client de l'entreprise, ses amis, ses proches peuvent aussi être des clients ou des futurs clients de l'entreprise. Et donc, c'est un cercle et vraiment ça euh, qui se rejoint sans arrêt et ces deux aspects qui sont très liés l'un avec l'autre. Je laisse Tanguy passer aussi au process de recrutement parce qu'évidemment, il est essentiel pour recruter le bon product designer. Oui, tout à fait. Peut-être juste avant ça, est-ce que Valentine, tu as un exemple d'un bon ou d'un mauvais kick-off que tu as fait récemment chez Conto sur un poste, un nouveau poste ou un poste que tu as déjà fait et vous avez dû refaire un kick-off parce que vous n'étiez pas clair? Ben, ça arrive souvent et quand je parle justement de on est sous l'eau,
C'est typiquement le genre de question qui, si on n'a pas assez creusé côté recruteur, on va se retrouver à aller chercher le mauvais profil. On peut penser que, et c'est un exemple que j'ai eu la semaine dernière, donc c'en est un très bon, quand l'équipe arrive en mode il faut absolument recruter, il faut aller vite parce que l'équipe est en galère, ils ont trop de boulot et on n'arrive pas à tout faire. Ben, si on va direct recruter en se disant ben, il faut juste une autre personne qui va pouvoir faire du delivery, et ben on se retrouve à pas répondre aux bons problèmes du recrutement. Là, en l'occurrence, on a refait un kick-off par la suite. On a beaucoup plus insisté sur cette question-là et ce qu'on a réalisé, c'est que l'équipe avait besoin de beaucoup plus de soutien en termes d'expertise côté produit pour assurer que la partie de delivery serait faite justement de manière optimale. On s'en est rendu compte un chouïa trop tard. Et ça, c'est des choses qui arrivent régulièrement quand on ne s'est pas posé les bonnes questions et qu'on n'a pas été transparent, notamment avec les five whys qui sont tirés du produit pour comprendre la bonne personne à recruter. Et une fois qu'un kick-off est bien fait, normalement, tout se passe bien, sauf si on n'a pas bien ficelé son process de recrutement. Il faut savoir qu'un process de recrutement, c'est 50-50. D'un côté, l'entreprise évalue le candidat, mais le candidat aussi évalue l'entreprise. Donc, il faut que toutes les étapes du process de recrutement soient claires. Il faut vraiment que ce soit limpide, qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Et surtout, il faut laisser de la place au candidat et lui permettre d'évaluer comment il va se projeter sur le poste. Lui montrer en fait ce qu'on peut lui apporter en termes d'expertise, de scope. Si c'est un profil plus senior qui veut avoir plus de responsabilités, il faut aussi lui montrer qu'il y a de la place dans cet environnement. Euh, donc tout ce qui est progression, développement professionnel, l'acquisition de nouvelles compétences ou d'une culture produit. Typiquement, si vous êtes en reconversion, vous étiez dans une boîte tech avant et vous faites un process de recrutement pour une boîte qui a une culture produit, bah, c'est aussi quelque chose que vous allez pouvoir découvrir et voir si ça vous correspond. Donc, en fait, c'est de créer une relation de confiance entre un futur employeur et un candidat. Donc, vraiment, n'hésitez pas à évaluer l'entreprise, à leur poser des questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de mauvais candidats, c'est juste en fait une relation de confiance qui se crée avec le temps. Et bah, on a presque fini. Du coup, on est sur la conclusion. Voilà, je parlais d'avoir un positionnement clair. Donc, c'est tant au niveau de l'entreprise, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on recherche, que en tant que candidat, vous savez ce que vous recherchez comme type d'environnement, comme type d'entreprise en termes de culture. Le process de recrutement, il est là pour aligner ce que le candidat recherche et les besoins de l'entreprise. Comme je le disais, c'est pas un filtre à mauvais designer, c'est pas l'objectif. Tout simplement, en fait, le process de recrutement, il est là pour euh, voir si ce que vous recherchez, l'entreprise peut vous le proposer. Ouais, je pense qu'un autre sujet, évidemment, c'est la culture d'entreprise. C'est un indicateur clé et ça l'est parce que d'autant plus dans des boîtes un peu tech, mais ça marche aussi pour une agence, pour une société de conseil. La culture de l'entreprise, c'est ça qui va vous donner envie de rester si vous la partagez, si vous partagez la valeur de l'entreprise. Dernière chose que j'ai envie d'ajouter, et je pense que Tanguy sera d'accord avec moi, euh, utiliser le recruteur comme un allié. C'est dans un process de recrutement votre meilleur allié pour vraiment réussir à avoir les clés pour réussir les entretiens, à se positionner, à comprendre si l'entreprise, elle est en accord avec ce qu'on a envie de faire et avec la manière dont on veut le faire. Moi, c'est mon dernier message. Ouais, ils sont là vraiment pour vous aider. Nous, en tant que recruteurs, on est là aussi pour accompagner les designers, les candidats. Si vous avez des lacunes, si vous ne savez pas cette étape, elle sert à quoi, ou si vous avez du mal à
présenter certaines compétences, posez la question au recruteur et il sera vraiment là aussi pour vous aider. Il peut même un peu vous coacher en vous disant ça va bien se passer, voilà un petit peu le contenu de l'entretien. Tiens, bah, je te passe certaines ressources qu'on a sur notre site web pour que tu comprennes mieux comment notre entreprise fonctionne. Et puis, tiens, tu peux regarder cette vidéo également qui te montrera comment, comment un process de nouvelles fonctionnalités chez nous, comment ça fonctionne. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à en faire un allié, voire même voilà, un futur collègue. Si vous êtes embauché, vous aurez déjà quelqu'un en place dans l'entreprise qui sera déjà bien intégré et qui pourra vous servir même de buddy si vous avez un bon feeling et vous sentez que c'est une personne vraiment qui peut vous aider à vous intégrer dans la boîte. Voilà, j'espère que on a répondu principalement à toutes les questions. C'était difficile aussi, il y a plein de questions qu'on peut se poser, mais en 30 minutes, voilà, il faut essayer de condenser. Évidemment, on est là pour répondre aux autres questions que vous pouvez avoir. Donc, on passe peut-être au Q&A. Je laisse du coup Mathias reprendre la main sur le live. Et bah, merci pour votre attention. Yes, canon, et je vous confirme, il y a plein de questions. Donc c'est top, franchement, merci beaucoup pour tous les conseils. J'espère que ça vous a aidé dans l'audience. N'hésitez pas à nous dire dans le chat. Je vais essayer de vous donner le micro au démarrage. Comme vous êtes super nombreux, juste s'il vous plaît, euh, voilà, soyez concis sur vos questions et puis bah, on va essayer d'y répondre le plus rapidement possible pour en traiter le maximum. On va commencer avec toi, Enzo Hardy, où tu posais justement une question assez intéressante sur la question de la confidentialité dans ton portfolio. Est-ce que tu veux directement poser ta question, Enzo? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Ouais. Ouais, Ok, super. bah, bonjour, déjà merci pour votre intervention. Du coup, en fait, moi j'ai travaillé pour un gros groupe de presse français et en fait bah, j'ai été amené à réaliser le design system du site internet et de l'application. Et en fait, du coup, bah, c'est quelque chose qui est confidentiel et j'ai pas tellement le droit de l'utiliser. Donc en fait, je voulais savoir comment vous, enfin comment je pourrais le mettre en avant en fait, auprès des recruteurs. Je peux peut-être répondre à cette question, Tanguy aura peut-être quelque chose à rajouter. On voit énormément de designers qui, pour les projets qui sont confidentiels, utilisent un mot de passe et le transmettent juste aux recruteurs à ce moment-là pour qu'ils puissent, quand ils apply sur une job ad, pouvoir avoir accès à ces projets-là sans qu'ils soient disponibles par tout le monde et publics. Ouais, je Ok, pense ouais, que très bien. c'est Du coup. le meilleur moyen. Un petit mot de passe et comme ça, la confidentialité est préservée. Ok, d'accord. Carrément, ouais. Et du coup, là, vous conseillez en fait que bah, du coup, moi je mette le fichier design system que j'ai réalisé du coup. Moi, je le ferais, mais voilà, en gardant vraiment cette confidentialité, éviter le public. Je le ferais si c'est un projet qui va avoir de l'impact et qui va montrer ce que tu es capable de faire. Ok, top. Ok, bah, merci pour votre réponse. Super conseil parce que vous étiez plusieurs à le poser et je pense que vous osez peut-être pas préciser bien que le projet est confidentiel, que le mot de passe est donné à titre unique et ça vous permet de partager un projet super important que vous n'auriez pas pu partager autrement. On va Ok, passer la main à Angéline, Angéline Massonnier. Du coup, tu avais, une question assez intéressante sur bah, le début du process avant les entretiens. Donc, si tu es encore avec nous, Angéline, on te passe le micro, tu peux l'activer. Yes, je suis là, vous m'entendez? Ouais. Yes, top. Bonjour à tous. Ouais, du coup, moi, je suis en profil aussi en reconversion. Ça fait un petit moment que je cherche, enfin, depuis, on va dire, à peu près le mois de mai. Bon, il y a eu l'été, donc forcément, l'été en France, c'est pas forcément non plus le meilleur moment pour chercher. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que, en fait, c'est hyper dur de passer vraiment le premier, la première étape, c'est-à-dire, bah, en fait, arriver jusqu'à un entretien. Donc, je me demandais si vous aviez éventuellement peut-être des tips pour je sais pas, essayer d'un peu de véhiculer. C'est très dur en fait de faire comprendre qu'on peut avoir, d'exprimer son potentiel dans en fait un CV, une lettre de motif, parce que bah il y a, en plus en ce moment les recruteurs reçoivent beaucoup de CV, donc il y a aussi un filtre qui se fait en fonction de voilà du nombre d'expériences et puis bon voilà faut bien trier quoi. Donc voilà, je voulais savoir est-ce qu'éventuellement vous auriez des petites astuces pour
pour essayer de mettre en valeur en fait aussi des compétences qu'on peut avoir et qui sont pas issues juste de une formation qu'on vient de faire et de deux, trois projets, quoi. Est-ce que tu as un portfolio en GD? Yes, oui, oui, j'en ai fait un. Alors, je le retravaille beaucoup en fonction de pas mal, voilà, les retours que je peux avoir. J'ai commencé à faire des projets aussi un peu en mode gratos là, pour des gens, pour essayer de pratiquer et puis de rajouter un peu des choses. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai la chance d'avoir le chômage, mais je me dis, il y a peut-être des gens qui aussi, à qui il reste pas 6 mois d'indemnité et qui ont peut-être voilà, aussi besoin de petites astuces pour essayer voilà, de se mettre un peu mieux en avant. Donc oui, j'ai un portfolio. Alors, Certainement améliorable, mais c'est assez difficile à répondre parce que je pense que tout le monde a en fait une situation particulière. C'est un peu du cas par cas. Évidemment, là, à travers nos slides et notre présentation, on a essayé de donner, je pense, des conseils qui s'appliquent un petit peu à tout le monde. Euh, mais le premier conseil que j'aurais pour toi, c'est est-ce que déjà tu es à l'aise en entretien? Est-ce que ta difficulté, c'est d'avoir un premier entretien ou d'aller plus loin après le premier entretien? bah, moi, en l'occurrence, c'est vraiment le premier entretien qui est hyper dur à décrocher, je trouve. Après, j'en ai eu très peu au final qui se sont plutôt bien passés. Et bon, la finalité, c'était quand même que j'étais un peu trop junior pour les postes et c'était OK, les échanges étaient cool, on reste en contact et tout, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment, quand je fais le ratio au nombre de candidatures et entretien décroché, bon, je le fais pas parce que du coup, c'est un peu déprimant sinon. Mais ouais, voilà, c'est vraiment la première étape qui est dure à passer, je trouve, en tant que junior. Ouais, je pense que pour ce qui est de donner un peu de la visibilité à son profil, être assez actif sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, créer son Insta, etc. Et puis surtout, il y a un avantage quand on est designer, c'est que c'est une immense communauté qui est assez fantastique. Participer à des groupes de designers, rencontrer des designers qui viennent d'autres entreprises, qui sauront aussi en premier lieu s'il y a un poste de junior qui s'ouvre. Ça peut être super intéressant. Moi, je miserais sur cette visibilité-là au sein vraiment de la communauté design à Paris et en France en général. Ok, ça marche. Bon, merci beaucoup. Top. J'enchaîne avec une question de Farah. Je vais la poser directement parce qu'elle est assez courte, mais je trouve qu'elle est intéressante, même si elle va vraiment au basique. Pourquoi est-ce que le portfolio il est essentiel pour les designers? Et elle trouve que, par exemple, on ne le demande pas à des PM. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Là-dessus, il y a une réponse un peu obvious, mais il y a peut-être aussi, enfin voilà, qu'est-ce qui fait pour vous le côté indispensable du portfolio chez le designer? Euh, Tanguy, tu veux y aller ou... Ouais, bien sûr. Donc, pour moi, un portfolio, c'est essentiel. Comme je l'expliquais, en fait, il nous ressemble. Un portfolio, ça doit être le prolongement du style de design que tu serais capable de produire. Admettons, moi, Tanguy recruteur, je ne te connais pas, je ne sais pas du tout quel type de design tu fais. En fait, un portfolio, ça me permet d'avoir une vision d'ensemble du niveau technique que tu as, de la méthode, de la structure que tu sais faire d'un projet, euh, et également de ton univers. Euh, Voir si tu es créatif, si tu es quelqu'un qui est plutôt très méthodique, ou si tu es quelqu'un qui est assez discret. En fait, un portfolio, c'est une vitrine qui va me donner énormément d'informations sur toi. Évidemment, il y a plusieurs types de portfolios. On l'évoquait avant, on privilégie des sites web parce qu'il y a une expérience utilisateur, parce qu'ils s'adaptent au fur et à mesure de la carrière et qu'il n'y a pas de limite à la créativité. Mais si vous avez aussi envie d'utiliser des sites d'hébergement type Dribble ou Behance, vous pouvez tout à fait y aller. Euh, je pense que c'est bien d'être visible sur plusieurs plateformes. Il ne faut pas non plus être présent partout, se limiter en fait aux plateformes qui correspondent à ce dont vous avez besoin. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai envie de montrer et quelle est la plateforme qui peut le faire de la meilleure manière? Pour nous, on pense que Dribble et Behance, ils ont un format de présentation qui est limité. Il peut y avoir aussi un petit côté show-off. Il manque un peu d'in situ. Il n'y a pas forcément d'animation. Et si vous faites un portfolio avec des PDF ou des slides,
Ça va pas forcément offrir une bonne expérience de navigation parce qu'il faut ouvrir les documents, les fermer, ensuite repasser sur Google et réouvrir les documents, etc. Après, il peut y avoir Notion. Vous pouvez tout à fait aussi faire une page Notion plutôt bien foutue. Mais pareil, ça va limiter un peu la créativité et la dynamique du site. Vous n'allez pas pouvoir mettre de motion design. Euh, et ensuite, il y a Figma. Alors, Figma, ça dépend. Je pense que c'est un débat qu'on peut avoir si vous êtes intéressé. Euh, Clairement, voilà, ça dépend de ce que vous montrez, de votre expérience, de votre maturité et de votre compétence technique. Ouais, pour conclure peut-être sur la question, en fait, le portfolio, surtout sur les profils juniors, il peut vraiment faire la différence. On peut regarder un CV et se dire, sur le papier, il correspond pas exactement à ce qu'on cherche. Et là, on clique sur le portfolio et on voit que la personne a tout compris, même si elle est junior. Et c'est ça qui va nous encourager à passer le pas et à aller discuter avec cette personne. Donc moi, je l'encourage 1000 fois et je dirais qu'il est absolument essentiel, justement parce que particulièrement sur les profils juniors ou en reconversion, il va permettre aux recruteurs de passer le pas, même si le profil sur le papier, il n'est pas exactement ce qu'on recherche. Yes, top. Effectivement, je suis 100% d'accord. Et juste pour info, on a pas mal débattu en préparant ce live sur le format idéal. Moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour Notion et j'ai remarqué que chez pas mal de recruteurs, ça marchait bien parce que c'est très versatile. Mais effectivement, si vous voulez vraiment montrer votre masterclass en skills, en craft, c'est limité. Euh, Petite question de Julien qui reconnecte avec pas mal d'autres questions, mais je pense qu'il y a vraiment cette notion d'impact qui est revenue et je pense que ce serait intéressant de partager notre vision de vraiment concrètement en tant que designer, comment est-ce qu'on montre qu'on a pu avoir de l'impact, qu'on peut avoir de l'impact voilà, à travers son portfolio, à travers sa communication, dans les échanges, qu'est-ce qui vous impressionne et vous fait sonner un peu l'alarme de OK, designer avec de l'impact aujourd'hui. Notamment dans les projets que vous allez présenter, on parle souvent de méthode. Si vous êtes structuré dans votre approche et que vous voulez montrer le résultat final en disant bah, voici ma solution au problème sur lequel j'ai travaillé, c'est important de montrer pourquoi vous pensez que cette solution c'est la meilleure ou celle qui répond au problème. Comment vous pouvez le montrer? Tout simplement avec des métriques. Il y a plusieurs méthodes sur Internet qui vous expliquent quel type de métriques par rapport à tel type de problème. Mais globalement, celles qui reviennent le plus souvent pour des product designers, ça va être des feedbacks utilisateurs. Ça va être, on l'a évoqué tout à l'heure, l'impact business. Donc, il peut y avoir un impact, je ne sais pas, sur le service client. Ils ont moins de demandes, ils ont moins de retours d'un bug. Ça peut être directement sur le CA, le CA de l'entreprise. Tout simplement, l'impact est tellement fort que bah, le chiffre d'affaires a commencé à bouger. Ça peut être également sur de la satisfaction. Il peut y avoir un NPS qui augmente. Ça peut être de la satisfaction interne. Typiquement, si c'est un projet interne d'une plateforme qui met en relation ou qui aide la collaboration entre les devs et les designers, eh ben, on a des devs qui sont plus satisfaits ou alors une mise en prod plus rapide. Et toutes ces métriques-là, il faut que vous soyez capable, dès le début de votre projet, de savoir si vous allez pouvoir les analyser. Si vous n'y avez pas accès, bah, dans ce cas-là, ça veut dire que ce n'est pas forcément la bonne métrique. Ou alors, essayer de trouver un accès. Mais globalement, toutes ces métriques-là, il faut pouvoir les analyser, les montrer et dire, OK, depuis qu'il y a cette solution en place, voici l'impact que ça a apporté. Je pense que ça, c'est le meilleur moyen pour un designer, pour montrer à un design manager ou un recruteur, bah, regardez, moi, je sais analyser mon travail, je sais quelle est l'importance et l'impact que ça a. Est-ce que j'ai oublié des choses, Valentine? Est-ce que tu veux compléter? Oui, je peux essayer de compléter un petit peu. Déjà, je suis complètement d'accord avec toi, mais même pour insister encore plus là-dessus, c'est bien de citer des métriques,
ce qui est important encore plus, c'est de savoir à quoi elles correspondent et savoir vraiment l'impact business qu'ont ces métriques sur l'entreprise. L'autre chose, et j'ai vu pas mal de questions dans le chat qui étaient liées à ça, c'est-à-dire que c'est bien de savoir qu'on a un impact, mais c'est aussi le transmettre pendant l'entretien et réussir à le dire. Euh, pour moi, il y a une technique qui fonctionne super bien, particulièrement pour tous les jobs produits. C'est justement d'utiliser la technique du double diamant pour présenter un projet. D'être capable de structurer sa pensée en double diamant pour réussir à transmettre tous les enjeux qu'on a répondu avec ce projet. Et ça, je pense que c'est un bon moyen. Moi, je l'utilise personnellement pour réussir à être structuré et avoir de l'impact dans son discours et réussir à transmettre cet impact à la personne en face de soi et qui va écouter ce discours. Et il y a Victor et Elise qui ont un peu la même question. Effectivement, quand on est en agence, on n'a pas les métriques parce que c'est celle des clients. Ou alors, quand on est en début de projet, bah, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Et ben, en fait, il y a une technique toute simple. Quand vous n'avez pas accès aux métriques ou que c'est confidentiel, que c'est celle du client, en fait, vous faites des hypothèses. C'est tout simple, mais vous dites sur votre portfolio, voici le projet. Je n'ai pas accès aux métriques, je ne suis pas capable de savoir exactement si dans le temps ça a eu un impact, si ma solution elle a scalé, etc. Vous faites vos hypothèses, vous dites, eh bien, si j'avais mis en place ces métriques-là, voici ce que j'aurais évalué. Vous faites juste voilà, des assumptions, vous dites, bon, bah, c'est pas grave, j'ai pas accès, mais j'imagine que ou j'aimerais pouvoir avoir accès à ces data pour mesurer si ma solution est pertinente. Donc, c'est pas grave si vous les avez pas, mais au moins, vous faites l'effort, vous montrez aux recruteurs que vous avez déjà pensé à comment évaluer votre solution dans le temps. Euh, voilà, ce serait ma réponse pour ceux qui disent bah, j'ai pas accès aux métriques. Trop, C'est top. J'espère que vous prenez tous des notes parce qu'il y a vraiment des bêtes de conseils ultra concrets à dérouler derrière. Pardon, tu voulais du coup enchaîner, Valentine. non, juste je disais que Tanguy avait d'excellents conseils. Yes, ce que je me dis aussi, effectivement, en voyant ça. Et il y a des gros versets qui arrivent dans le chat, donc je crois qu'on n'est pas les seuls à penser ça. Pour conclure, du coup, parce qu'on doit arriver au bout du live, j'aimerais bien que vous puissiez partager aussi comment vous voyez le marché ces prochains mois, les perspectives de votre côté, à chacun. Tanguy, tu veux commencer? Je te laisse la main. Ok. Pour ce qui est de comment je vois le marché, on va dire que je suis plutôt optimiste, peut-être dans ma nature, mais de ce que je vois aujourd'hui, je le suis de plus en plus parce que le marché du recrutement, il va mieux. Parce qu'on le voit notamment chez Conto, on ouvre un peu les vannes là, vachement plus, mais aussi parce qu'il y a de plus en plus de boîtes aujourd'hui qui sont capables de s'ouvrir à des profils qui sont un petit peu plus différents. Et je pense que ça, c'est bon signe. On peut. Mon conseil, ce serait de ne pas se cacher derrière le marché. Il y a des exceptions partout. Et la résilience, c'est une qualité qui est vraiment super importante quand on recherche un poste. Voilà. Et puis, vraiment utiliser la communauté design. Vraiment, encore une fois, vous avez une chance de dingue d'avoir cette communauté-là. C'est super, super important de pouvoir utiliser ça et d'utiliser ce levier pour sa recherche d'emploi. De mon côté, moi, ce que j'ai vu, alors je suis en Allemagne, donc un petit peu plus éloigné, on va dire, de la communauté française ou du marché français, même si je garde quand même une certaine veille afin de ne pas louper des informations. Euh, je pense globalement qu'il y a une récession actuelle, effectivement, il y a eu une réduction des investissements qui ont été faits auprès des entreprises et notamment des startups en termes de levée de fonds. Donc forcément, moins de budget. Qui dit moins de budget dit moins d'argent pour recruter et donc moins de places, de nouveaux postes. Euh, Là, c'est toujours actuellement le cas. On espérait en septembre avoir une évolution du marché avec la rentrée et à nouveau une économie un petit peu boostée. C'est pas encore le cas. Ça redémarre, mais assez lentement.
Je le vois aussi en Allemagne, à Berlin, qui est aussi un poumon assez intéressant à ausculter pour voir en fait si l'économie européenne est clairement très active ou assez moyenne. Euh, et les informations que j'ai actuellement, ben, c'est un redémarrage, mais assez lent. Et d'ailleurs, ce que les économistes disent, c'est que il va y avoir une augmentation des chiffres d'affaires, des transactions qui sont liées aussi au taux d'intérêt. C'est important, peut-être on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est important, si vous êtes intéressé de comprendre pourquoi il y a moins de jobs sur le marché, essayez d'aller voir en fait quelles sont les sources. Et ça vient notamment bah, de la Banque centrale européenne, des taux d'intérêt, etc. Ça a un impact global sur l'économie. Euh, et donc, on espère début 2024 avoir une augmentation un peu plus forte de la croissance et du PIB. Euh, donc, globalement, moi, à Berlin, ce que je vois, c'est ce qu'il y a actuellement, c'est une récession et un redémarrage assez lent. En France, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose, mais quand même des startups qui n'hésitent pas à recruter. Euh, Évidemment, c'est compliqué de se mettre en avant quand on est junior, mais avec tous les conseils qu'on vous a donnés, maintenant, vous êtes super armé. Canon, merci énormément. Et Gabriel demandait l'avis du public. Et vous avez beaucoup de belles notes. Donc des gens qui, je pense, ont vraiment tiré beaucoup de valeur de cet échange. Aussi des personnes qui nous disent que c'est pas assez long. On a pas mal étiré déjà de quasi 20 minutes. Donc ouais, désolé pour ne pas pouvoir durer plus longtemps, mais on doit les libérer. Et, euh, et puis bah, vous pouvez continuer la conversation. Je sais pas si vous êtes joignable, Valentine, Tanguy, sur des réseaux. N'hésitez pas à partager maintenant où est-ce qu'on peut vous joindre ou vous suivre. Ouais, bien sûr, LinkedIn. LinkedIn, c'est un super moyen de pouvoir discuter et on est ravis de pouvoir pas seulement rencontrer les gens à travers un process, mais aussi s'il s'agit de donner des conseils pour réussir un process de recrutement, très très heureuse de pouvoir faire ça dans la mesure du temps dispo, bien sûr. Pareil, de mon côté, je suis assez visible et actif sur LinkedIn. Également, je vous ai parlé de la plateforme ADP-List où je mentor. Donc voilà, si vous souhaitez avoir un quart d'heure, 20 minutes de call avec moi, je suis ravi de pouvoir vous aider et vous donner quelques conseils. Effectivement, je ne vais pas aussi pouvoir prendre tout le monde, mais voilà, je vais essayer de faire mon maximum pour vous aider et que vous trouviez votre job de rêve ou en tout cas que vous puissiez progresser en tant que designer dans votre carrière. C'est génial, merci énormément et je pense que ouais, ton lien à DPLIS qui a été partagé du coup dans Ouais, le j'ai dans le vu. chat va Ouais, exploser. Donc foncez et puis bah voilà encore merci à tous, vous étiez hyper nombreux sur le live et je pense que voilà ça va aider beaucoup de monde donc Valentine, Tanguy, merci énormément, je vous dis à très bientôt et bon déj à tous. merci Salut! beaucoup. Bye Salut! bye. Ciao, ciao.